Bienvenue sur Totis Métier dans ce nouvel épisode de Parole de décideurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Dominique Cristino, qui est président de la CCI Paris-Île-de-France. Bonjour Dominique Cristino. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être avec vous également. Dominique Cristino, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que président de la CCI Paris-Île-de-France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours ? Oui, bien sûr. Je pourrais dire que je viens de province. Je suis arrivé très jeune à Paris, j'avais 17 ans. J'ai cherché un petit peu ma voie et j'ai eu le plaisir de créer, je vais vous donner les grandes étapes, ma première entreprise, j'avais 24 ans. Donc ça fait un certain temps dans le domaine du recrutement des RH et de l'intérim et de la formation que j'ai revendu 20 ans après. J'ai créé d'autres entreprises. Ça c'est ma partie professionnelle et c'est toujours mon métier d'origine d'ailleurs. Entre-temps, je me suis beaucoup intéressé, je dirais, à un écosystème de l'entreprise. Ensuite, puisque j'ai eu la chance de faire une formation d'une école de la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, qui est devenue l'exécutive MBA de l'HEC, où j'ai adoré ce que j'y ai appris. Et donc, je suis resté chez les alumni pour y donner du temps à travers cette structure associative des anciens. Voilà. Et puis de là, comme c'était une école de la Chambre, on est venu me chercher pour être élu à la Chambre de commerce de Paris à l'époque. C'était en 2004. Et je vais être transparent avec vous, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas bien ce que ça faisait en réalité, et pourtant j'avais une entreprise depuis un certain temps. Je vous rassure, aujourd'hui, je sais exactement ce que ça fait une chambre de commerce, et on pourra y revenir. Et j'ai été élu, voilà, puisque je suis un élu, nous sommes des élus. J'ai intégré cette grande maison passionnante, voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait d'autres choses. Je pourrais vous dire également que j'ai importé le concept de mentorat pour entrepreneurs en France il y a 18 ans du Québec, en créant des structures associatives pour accompagner des entrepreneurs pour faire grandir leur entreprise à travers du mentorat pour entrepreneurs. Et puis, puisque votre auditoire est quand même un auditoire de jeunes gens plein de ressources, j'ai fondé une organisation que peut-être certains de vos auditeurs connaissent, le MOVEJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, pour accompagner des jeunes qui créent ou qui reprennent des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études, qu'ils aient un CAP ou un bac+5, toutes disciplines confondues, entre 18 et 30 ans. Voilà, avec du mentorat. Et il y a un grand prix national en France, à l'étranger également. Et donc, c'est mon ADN entrepreneurial. Alors justement, à quel moment devient-on président d'une CCI et quel a été le déclic pour vous ? Alors, à quel moment devient-on président d'une CCI ? Déjà, on n'est pas obligé de devenir président d'une CCI. Il faut avant tout en avoir envie ou le vouloir ou accepter de vouloir le faire. Moi, je suis rentré comme élu. Alors, je trouve que mon parcours entrepreneurial, parce que, et toute la démarche que j'ai amenée, fait que j'ai été tout de suite en charge de tout ce qui était entrepreneuriat pour le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, en tant que délégué du président. Ensuite, j'étais élu parisien sur le département de Paris au sein de cette organisation régionale. Je suis devenu président de la CCI de Paris parce que très impliqué. Et ensuite, il y a 2 ans maintenant, j'ai été amené à proposer ma candidature comme président et à faire campagne comme président pour la CCI de Paris-Île-de-France. Voilà, tout simplement. Et alors, en quelques mots, à quoi ressemble votre quotidien en tant que président de la CCI ? Alors, avant de répondre à cette question, je crois qu'il serait peut-être bien d'expliquer ce qu'est et ce que fait une chambre de commerce, juste avant, et plus particulièrement ce que fait la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, parce qu'elle a, je dirais, non pas un statut particulier, mais elle a une certaine originalité. Donc une chambre de commerce, c'est un établissement public, sous tutelle de l'État, de Bercy, qui est co-dirigé par des élus, comme moi, des dirigeants, des chefs d'entreprise, élus par leurs pairs, des chefs d'entreprise, et également des collaborateurs qui sont permanents au sein de la chambre de commerce et qui vont travailler ensemble. Une chambre de commerce, ça accompagne les entreprises, les porteurs de projets à la création d'entreprises, au développement des entreprises,
de leur entreprise et la transmission reprise des entreprises, qui est un enjeu fondamental pour notre pays d'ailleurs. Depuis quelques années, missionnés par le gouvernement, nous accompagnons les entreprises dans les transitions. Alors depuis plusieurs années sur les transitions digitales, évidemment, depuis, je dirais, cette crise énergétique dans la transformation environnementale avec la crise énergétique, et également tout ce qui est RSE, accompagnement RSE dans la transition de ces entreprises. Ça, c'est ce que fait une chambre de commerce, en clair. Alors il se trouve que là, moi je préside la chambre de commerce de Paris-Île-de-France, qui se trouve être en Île-de-France, comme son nom l'indique, et l'Île-de-France, et je n'y suis pour rien moi, c'est 30% du PIB français, produit intérieur brut. C'est 25% des emplois en France. Donc ça en fait un caractère déjà un peu particulier. C'est un véritable hub européen, j'ai envie de dire. En plus, la CCI de Paris-Île-de-France a 2 éléments. Nous avons un pôle éducatif. Nous formons 72 000 personnes à peu près chaque année. 42 000 personnes en formation initiale, dont je crois 19 000 apprentis. Et puis 30 000 personnes à peu près en formation continue. À travers un pôle de 14 écoles, certaines sont plutôt assez connues. Je vais commencer par exemple la grande école de gastronomie française, l'école Ferrandi, qui est une magnifique école, mais je pourrais vous citer également les Gobelins, grande école entre autres de cinéma d'animation et classée première école de cinéma d'animation au monde. Mais nous sommes également, et quand je vous dis nous avons les écoles, c'est que ce sont des écoles d'enseignement supérieur consulaire. C'est un statut un peu particulier, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Ça me paraît d'ailleurs très important, qui sont des écoles de droit privé, mais non-profit. D'accord ? On pourrait y revenir. Et là, nous avons des écoles dont nous sommes l'actionnaire. Le moins important, c'est 90%. Donc c'est quand même très important, c'est HEC. 98%, nous sommes actionnaires de l'ESCP. L'ESSEC, nous le partageons avec l'Institut catholique parce que c'est une structure associative. Nous avons une école d'ingénieurs dans le domaine du digital. Nous avons d'autres écoles également pour lesquelles nous faisons toutes ces formations. Donc c'est un pôle déjà extrêmement important en France. Et à côté de cela, c'est bien d'accompagner, de sensibiliser, d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs à développer leur entreprise. On forme les femmes et les hommes dont ces entreprises ont besoin. Mais il faut également, dans une entreprise, faire du chiffre d'affaires, de la marge et de booster les ventes. Eh bien, parfois, on fait des salons. Eh bien, nous avons un pôle de congrès des salons à travers 2 filiales que nous avons, que nous partageons, qui est Comexposium, qui est... Alors, je vais commencer par Viparis. Viparis, ce sont les infrastructures. Je pense que vous devez connaître le Palais des Congrès, par exemple, la Porte de Versailles, le Carrousel du Louvre, Villepinte, également, où ce sont des ensembles où nous pouvons accueillir, bien sûr, des grandes manifestations françaises et internationales. Et nous sommes là, actionnaires à 50%, avec Unibail-Rodamco, également à 50%. Et à côté de cela, c'est bien d'avoir les infrastructures, et 90% des infrastructures dans ces grands chantiers-là, c'est Viparis. Et à côté de cela, il y a un événement, enfin une organisation qui s'appelle Comexposium, qui est le 3e opérateur organisateur de congrès et de salons au niveau mondial, qui par exemple, parce que c'est la semaine prochaine, pilote la foire de Paris, mais qui, il y a quelques semaines, pilotait également les infrastructures à travers le salon de l'agriculture, par exemple. Mais il y a le SIAL, qui est le plus grand salon de la food au niveau français, qui est extrêmement important. Celui-ci se trouve à la porte de Versailles. En clair, cette activité-là, c'est 6 milliards à peu près, 6 milliards de retombées économiques en Île-de-France et un peu élargie chaque année en France. Je parle bien sûr période hors Covid. 6 milliards, c'est à peu près comme si on gagnait les Jeux Olympiques tous les ans à Paris. Voilà. Sans toute l'organisation qu'il faut faire à côté de ça. Donc c'est extrêmement important. Et c'est ce qui donne ce caractère unique, je dirais, bien sûr en France, mais en Europe, de cette organisation qui n'a pas d'équivalent même dans le monde, puisque nous avons un réseau, il y a un réseau de chambres de commerce à l'étranger, mais qui n'ont pas le même statut que nous. Voilà, je voulais vous donner ça comme élément. Alors, je vais répondre à votre question. C'est quoi le quotidien d'un président de chambre de commerce? Je vais vous dire mon quotidien à moi de président de la chambre de commerce de Paris-Île-de-France. C'est levé plutôt très tôt, voilà, et c'est couché très tard tous les jours, avec des rendez-vous en permanence.
et c'est ce qui en fait un rôle. Alors, les élus sont bénévoles. Hein, je tiens à le signaler. Alors, les présidents peuvent avoir une toute petite indemnité, mais voilà, toute petite en réalité. Le rôle qui est plutôt passionnant, c'est d'administrer, de lancer la politique, puisque ce sont les collaborateurs de la maison qui, au quotidien, et à la tête, le premier des collaborateurs, c'est le directeur général avec qui je travaille en permanence. J'ai également un bureau d'élus, avec des femmes et des hommes de bureau, et l'Assemblée générale, où on prend les décisions pour administrer, pour organiser, pour faire développer nos activités et faire en sorte que nous assumions les missions que nous avons sur l'Île-de-France auprès de notre tutelle, qui est bien sûr le préfet d'Île-de-France, qui représente l'État, et avec une tête de réseau qui est CCI France, avec lequel nous travaillons pour apporter le service aux entreprises, pour lequel nous percevons également, je dirais, alors ce qu'on appelle fâcheusement, j'ai envie de dire, une taxe pour frais de chambre. La TCCI, c'est une dotation que l'État nous verse pour qu'on produise ce travail, puisque dans ce monde, rien n'est gratuit et qu'il y a une contribution qui vient des entreprises d'ailleurs, mais globalement, il y a une forte solidarité entre les entreprises, et ce sont plutôt les grandes entreprises qui soutiennent les plus petites entreprises. L'abonnement, je pourrais indiquer les choses comme ça, l'abonnement non pas d'une cotisation, mais d'un coût de taxe pour frais de chambre d'une TPE. Je pense qu'on apporte un peu plus de valeur également dans l'accompagnement de ce que nous faisons auprès des entreprises, des commerçants également. Ça s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, par exemple. Là, je présidais à l'époque la CCI de Paris, donc au contact et le dimanche et chaque semaine avec nos équipes, avec les élus, pour aller à la rencontre des commerçants, pour les aider également, quand il y avait des grosses périodes, pendant tout ce qui était grève des transports, pendant tout ce qui était en même temps, je dirais, le Covid, où on a été au contact des entreprises, en permanence des entreprises et des commerces pour les accompagner. C'est ce qu'on fait à peu près tous les jours. Dominique Cristino, parmi les sujets qui intéressent les jeunes et les étudiants, il y a la question de l'entrepreneuriat. Justement, comment est-ce que la CCI Paris-Île-de-France accompagne à la création d'entreprises? Alors, comment elle accompagne? C'est assez simple, je vous le disais tout à l'heure, et que ce soit sur l'ensemble du territoire, parce que notre maison, elle est, je dirais, intégrée sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France, parce que nous sommes le premier réseau d'accompagnement des entreprises dans le territoire, dans les territoires, voilà, de proximité. On les accompagne avec des programmes de sensibilisation, de formation également à la création d'entreprises, au développement. Alors, à la création d'entreprise avec des formations pour créer une entreprise. Ensuite, avec des programmes de développement, ce qu'on appelle des programmes Boost Event pour arriver à du financement également, pour trouver du financement, mais également avec des programmes d'accompagnement pour développer ses activités à travers les fonctions commerciales, à travers les fonctions marketing, à travers toutes les fonctions de l'entreprise, où on va sur des formations qui sont de 6 mois, de 1 an, parfois en ligne également, où on apporte ce soutien et cet accompagnement à ces porteurs de projets, ou alors sur les RH notamment, où on apporte énormément de formations à ces entreprises pour qu'elles se développent, voilà, bien sûr aux chefs d'entreprise. Ensuite, ça se fait également par la transmission reprise des entreprises, mais vous savez, quand vous transmettez une entreprise, il y a un cédant, mais il y a un repreneur. Et le repreneur, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale, donc une autre entreprise. C'est ce qu'on appelle de la croissance externe également. Donc tout ça, ces formations, ces formations très spécifiques pour des projets de start, de début pour les startups, mais également pour d'autres activités, pour ouvrir des restaurants par exemple, parce qu'il y a des obligations à avoir vis-à-vis de certaines normes, et donc on les accompagne à travers ces formations. Il y a une multitude, et ça vous trouvez sur le site, mais une multitude de formations qui sont adaptées. En plus, je vous dirais que la formation, ça nous connaît, c'est ce que je vous ai expliqué à travers notre pôle éducatif. Et même là, dans chacune de nos écoles, la plupart du temps, ou centrées, mais si je prends HEC, si je prends le SCP, il y a les incubateurs. Et aujourd'hui, par exemple, l'incubateur d'HEC est l'un des plus gros incubateurs d'innovation et de start-up pour les jeunes étudiants. Donc tout ça, c'est le groupe Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pouvez-vous représenter rapidement l'écosystème de formation de la CCI Paris-Île-de-France? Et deuxième question, est-ce que l'apparition de nouvelles formations lucratives vous inquiète-t-elle?
Alors, vous êtes sur un sujet qui me passionne. Et on l'a dit tout à l'heure. Sur la formation, je vous ai dit, nous avons ce qu'on appelle des EESC, des écoles d'enseignement supérieur consulaire. Ce sont des écoles qui ont une particularité. En clair, ce sont des écoles de droit privé, donc des sociétés de droit privé que nous avons filialisées, puisque avant, toutes ces écoles étaient à l'intérieur, comme des services de la HEC était un service de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le SCP, Gobelin, ce que je vous ai cité, c'était des services à l'intérieur de cette grande maison. Nous les avons filialisés avec cette loi, à travers la loi Pacte derrière, et nous les avons filialisés, comment dirais-je, pour leur donner les moyens de se développer. Ce sont des écoles qui ont un statut particulier, puisqu'elles, premièrement, la Chambre, alors aujourd'hui le plus bas c'est 90%, c'est avec HEC où nous détenons le capital. Les 10% qui restent, c'est la fondation HEC. Donc ce sont les parties prenantes. Voilà. Pareil pour à 98% avec le SCP, ce sont les alumni, c'est la fondation qui sont parties prenantes également au sein de l'école. La Chambre ne pourra jamais, à travers ce statut, avoir moins de 51%, donc la majorité. Le deuxième actionnaire ne peut pas avoir plus de 30%. Certains de celles et ceux qui nous regardent savent, 30%, ce n'est pas la minorité de blocage. Et surtout et enfin, il n'y a aucune distribution de dividendes. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous sommes des écoles d'enseignement de droit privé non-profit. Ça ne veut pas dire qu'on doit perdre de l'argent. Ça veut dire que tout l'argent reste dans l'école, qu'il n'y a pas de distribution de dividendes pour la formation des étudiants, le coût également, et le coût pour les étudiants, parce que parfois certains sont, et ils le savent mieux que moi, sont obligés de pouvoir travailler à côté pour financer leurs études, quand il n'y a pas toujours les parents, et pour les parents. Donc cet argent est focalisé sur eux. Et tout cet argent, c'est pour leur formation. Les profs, pourquoi? Parce que nous avons des écoles avec des murs, avec des bâtiments, nous avons des écoles qui sont avec des profs, avec un corps enseignant, ce n'est pas des gens qu'on voit une fois de temps en temps. Nous avons des formations qui sont, si je prends par exemple des formations d'ingénieurs avec des salles blanches, également quand je prends des formations dans le domaine de l'énergie, ou du froid, de la climatisation, il y a par exemple, un peu technique, ce sont des écoles où il y a du matériel, donc avec des professeurs qui sont salariés de ces écoles. Donc c'est la vraie vie, c'est en dur, c'est en vrai. Je n'ai rien contre les écoles de droit de privé lucratives. Je suis un chef d'entreprise, mais ce n'est pas le modèle que nous, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous avons choisi. Et ça va faire 2 siècles que nous avons créé des écoles, où nous avons créé des formations. Et le modèle, c'est, j'ai envie de vous dire, pour moi, l'éducation, et pour les élus et les gens qui travaillent dans cette maison, l'éducation, c'est un peu comme c'est le même sujet que, non pas les seniors, mais la vie du 3e ou du 4e âge. Ce n'est pas un business. On ne doit pas être dans le business. Pour moi, et j'ai envie de le dire également aux jeunes auditeurs qui sont avec nous, dans la formation, et la formation tout au long de la vie bien sûr, mais la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Donc on doit, et c'est la conception, c'est l'ADN que nous avons, en tout cas à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et dans nos écoles, c'est de donner le meilleur. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Parce que bien sûr, on suit les résultats importants de taux d'intégration dans l'emploi. Après 7 mois de sortie des études, de fin de diplôme, quel que soit le diplôme, la moyenne des écoles, de nos 14 écoles, c'est 94,4% de taux d'intégration après 7 mois. Pas après 20 mois, pas après 30 mois, après 7 mois. Quand je vous ai parlé, je vous ai dit que dans le, au niveau de l'apprentissage, sujet extrêmement sérieux, sur l'apprentissage, vous avez ce qu'on appelle un taux de rupture. Vous savez, mettre en rapport un jeune et une entreprise, parfois ça fonctionne bien et parfois ça fonctionne moins bien. Parce que peut-être ça n'a pas été suffisamment préparé, parce qu'on ne s'est pas suffisamment occupé du jeune qui va rentrer en formation, parce qu'on essaye de le pousser là en lui disant « ouais, ça va être super, et puis tu verras bien, et puis tu verras bien ». Non, c'est un accompagnement, c'est un travail avant
pendant et après cet accompagnement-là. Donc ça a un coût et parfois, il arrive que ça ne marche pas. La moyenne nationale, c'est entre 27-28% et 30% de ce qu'on appelle un taux de rupture de contrat. Ça veut dire que une entreprise, elle va se retrouver avec quelqu'un qui ne vient plus, bien sûr, mais le jeune, lui, il va se retrouver peut-être au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, dans une rupture de contrat parce que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être de son fait, ça peut être du fait de l'entreprise qui doit l'accueillir, mais ça peut être aussi une compréhension que chacun a cru que ça allait pouvoir fonctionner, et en réalité, non, ce n'est pas la voie du jeune, ou ce n'est pas ce qu'attendait exactement dans le profil l'entreprise. Sauf que ça peut devenir très vite du dégât, parce qu'aller retrouver une autre formation quand c'est lancé, c'est du dégât. Et ça, c'est un vrai sujet. Le taux de rupture des écoles, de la chambre de commerce sur l'apprentissage, il n'est pas de 28 à 30%. Il est, parce qu'on s'occupe de ces jeunes et des entreprises que nous accompagnons, il est entre 5 et 7%, ce qui n'a rien à voir. D'accord ? Et c'est ça la motivation que nous avons, de faire en sorte qu'on accompagne ces jeunes dans leur intégration professionnelle pour qu'ils trouvent leur voie, qu'ils soient les meilleurs pour les entreprises, mais qu'ils trouvent également leur chemin de vie. Parce que très souvent, avec l'employabilité et avec trouver sa voie dans une carrière, c'est trouver sa voie dans la vie tout court. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Je vous redis, je n'ai rien contre le marché privé de l'éducation, d'accord, et du profitable. Je dis simplement, et j'ai envie de dire, et je les regarde, j'ai envie de dire aux jeunes et à leurs parents, regardez où va l'argent. Nous, on ne va pas mettre des millions ou des 10, 20, 30% dans le marketing pour aller convaincre sur de la belle com. D'accord ? On va mettre ça au service de l'école, du jeune, de sa formation, de la pédagogie, des profs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, parce que oui, il y a eu énormément, avec le développement et notamment l'apprentissage, énormément d'officines privées qui se sont construites, où là, parfois, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de locaux, parfois il n'y a pas de profs, c'est en ligne. Ok, on peut travailler avec le digital, c'est ce qu'on fait nous aussi, d'accord ? Mais ça se fait avec un système pédagogique, avec des profs, avec un accompagnement. Je ne sais pas si je suis clair dans cette démarche-là. En tout cas, c'est le message que j'ai envie de leur délivrer. Merci Dominique Cristino, je pense que ça a été bien compris. Pour avancer un petit peu, est-ce que vous avez d'autres chantiers ? Quels sont vos prochains chantiers en tant que président de la CCI Paris-Île-de-France ? Alors je vous avoue que des chantiers, j'en ai à peu près tous les matins où j'arrive, et tous les soirs où je rentre chez moi, quand il est très très tard, c'est tous les jours. Je vais vous le dire de manière positive, c'est passionnant. C'est tous les matins, il peut se passer quelque chose de très positif. Bien sûr, quand on voit des jeunes gens, vous voyez, regardez, on est aujourd'hui, alors il y a un chantier, c'est les Jeux Olympiques, où pas depuis 3 mois ou 6 mois, ça fait depuis 3, 4, 5 ans, où la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France a été mobilisée pour les Jeux Olympiques, pour accompagner déjà les entreprises et les plus petites. Nous, notre marché, c'est de nous occuper des TPE, des PME. Les grands groupes, ils sont assez grands, ils se débrouillent tout seuls en réalité. Par contre, on peut les mettre également en rapport avec des startups, parce que c'est l'économie que nous avons de proximité. À travers les JO, on a fait en sorte, parce que c'était important, que les JO profitent aux entreprises plus petites. Ce système un peu de business act pour les TPE et les PME, que ce soit pour les infrastructures, où on accompagne des petites structures pour pouvoir bénéficier des appels d'offres, des marchés, également pour répondre, pour que ça profite également aux plus petites entreprises. Mais également, puisqu'il y a des sujets sur l'accueil, sur la sécurité, sur les marchés et les métiers en tension, où dans chacune des CCI de département, on a organisé ce qu'on appelle des challenges d'emploi pour aller chercher des gens qui étaient plus éloignés de l'emploi, pour leur remettre le pied à l'étrier avec des entreprises dans le domaine des CHR, des cafés, hôtels, restaurants, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la logistique également, pour aller chercher du personnel et former des gens, les accompagner dans des structures assez simples, avec France Travail aujourd'hui, avec qui nous travaillons énormément, pour pouvoir faire profiter au plus grand nombre des Jeux Olympiques. Il y a la partie, bien sûr, sportive, et je vais y revenir. Il y a la partie économique qui est extrêmement importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 5-6 milliards à peu près de retombées économiques sur la région, et c'est extrêmement important. Le monde entier va regarder les Jeux Olympiques et va donc regarder la France, et bien sûr l'Île-de-France.
hein, principalement. Il y a d'autres endroits en France, mais principalement l'Île-de-France. Des gens qui vont avoir envie de venir, de revenir. C'est du développement économique. On va recevoir également des entreprises étrangères. Eh bien, là, c'est extrêmement important pour nous parce qu'il faut prévenir les entreprises de comment ça va se passer. Parfois, certaines sont inquiètes. J'ai envie de leur dire également, et j'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent également, c'est un moment unique dans le siècle. C'est une fois dans le siècle. Alors oui, il va falloir faire un petit peu d'effort, mais sincèrement, ça doit être un moment de fête. Le sport, c'est des moments de joie, c'est les gens qui se retrouvent, et on doit pouvoir faire ça. Moi-même, j'ai monté un groupe au sein de la Chambre avec des élus et des collaborateurs pour suivre tout le travail que nous faisons. Et chaque territoire de la CCI de Paris-Île-de-France travaille à accompagner les entreprises, à fédérer les entreprises pour pouvoir les amener également dans une dynamique des Jeux Olympiques. Le monde entier va regarder l'Île-de-France et la France. C'est une chance inouïe. Alors oui, il peut y avoir quelques efforts à faire, mais sincèrement, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Même vous, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, je pense que vous ne le verrez qu'une seule fois, le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques en France. Dominique Crestino, on termine notre échange avec une question un peu ouverte. Avec toutes les transformations actuelles, IA, développement durable, etc., comment est-ce que la CCI Paris-Île-de-France se prépare à accompagner ces transformations? Alors, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on accompagne les entreprises dans les transformations, alors digitales depuis quelques années, et ça a été amplifié pendant la période Covid. Hein. Il a fallu accompagner des commerçants pour faire du click and collect. Et l'État et la région ont soutenu des démarches avec ce qu'on appelle des chèques numériques hein, pour aider également au financement, parce que ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on parle de transition écologique également, de transition environnementale. Donc on le fait avec des diagnostics, on accompagne les entreprises et ensuite on les oriente également sur des cabinets spécialisés. Parfois, on fait ce type de formation avec des diagnostics pour qu'ils puissent partir d'un point à un autre pour pouvoir s'améliorer parce que parfois, ils ne savent pas toujours. Vous savez, il y a beaucoup d'innovation. Et j'ai bien sur l'innovation, l'IA par exemple, l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, il y a. Parce que de l'intelligence artificielle, en réalité, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, je suis dans le monde des RH, je peux vous dire, ça fait 20 ans qu'on utilise de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle générative qui permet de gagner du temps, d'optimiser les choses, on accompagne les entreprises, premièrement parce que ça va tellement vite que nous-mêmes, on doit apprendre en même temps, mais pour organiser les choses, pour faire savoir quels sont les types d'entreprises qui peuvent accompagner, c'est quoi, ça permet quoi, de rassurer également. Sur le développement écologique, je dis toujours, c'est bien d'aller expliquer aux plus petites entreprises, à nos clients en réalité, les entreprises qui sont sur notre territoire, ce sont nos clients. C'est bien d'aller expliquer comment il faut faire. C'est bien aussi quand on peut leur dire, voilà, nous, comment on fait. Et donc, vous voyez, nous sommes ici dans un bâtiment, au Checker également, parce que le Checker, c'est également de l'intrapreneuriat pour nos collaborateurs, parce qu'il y a une transformation également de notre maison, de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le Checker, ça permet également de faire remonter du terrain des initiatives simples mais concrètes qui permettent de trouver des innovations pour accompagner soit les services de notre maison, soit les services de notre maison pour trouver des idées pour accompagner les entreprises également. Mais sur le développement durable, nous sommes ici à l'hôtel Potoki, cette maison est installée depuis, alors ici ça fait un peu différent, un peu plus moderne, mais en réalité, je vous ai visité là le bâtiment, avenue de Friedland, c'est un palais, on se croirait au Quai d'Orsay quasiment. Bon, nous allons quitter ce lieu, après un siècle. Nous allons le quitter parce que nous considérons, notamment avec les élus et mon directeur général, qu'on doit changer de tête et puis on doit également, ici ce bâtiment, en réalité c'est une passoire écologique. Et donc, on doit également travailler à pouvoir emmener nos collaborateurs dans des endroits plus développement durable, plus écologiques. Et on sera, parce qu'on va récupérer un immeuble qui est sur République, entre République et le canal Saint-Martin, qui va être un bâtiment qui est ancien, qui est totalement en travaux, qui va être totalement restructuré, où on va pouvoir ramener
un certain nombre de nos collaborateurs qui vont davantage travailler ensemble pour être encore plus performants, qui vont travailler plus ensemble, c'est-à-dire moins en silo, au service des entreprises et des porteurs de projets des entreprises, dans un cadre beaucoup plus fonctionnel également, je veux dire. Donc ça, c'est également la transformation, notre transformation à l'intérieur de nos entrailles à nous-mêmes. Et ça doit faire partie pour transformer les missions que nous avons en même temps auprès des entreprises. Merci Dominique Cristino d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. À très vite sur Totis pour un prochain épisode de Parole de décideurs. Au revoir et n'oubliez pas, la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Alors on compte sur vous, merci, à bientôt.